Comme ça, ce sera parfait. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc à la demande de Jérôme, je vais donc vous présenter dans le trio que nous sommes une vision historique et patrimoniale du vignoble mâconnais, parce que je considère que le vignoble est un élément de la culture territoriale. Donc c'est ce que je vais m'efforcer d'évoquer devant vous. Première diapo. Alors évidemment, la première diapo n'est pas la plus attrayante, puisqu'il s'agit de géologie. Le vignoble mâconnais, que Gaston Roupnel, qui est un historien et romancier de Bourgogne, a qualifié de midi lumineux de la Bourgogne, et le dernier des 4 segments de la côte bourguignonne, Côte de Nuit, Côte de Beaune, Chalonnais et Mâconnais, qui s'étend sur 50 km du sud de Tournu à la chapelle de Guinchet, au ruisseau de la Mauvaise, exactement. Le cœur historique en est Fuissé, son amphithéâtre, et le hameau de Pouilly. Donc la géologie du Mâconnais se caractérise par un double phénomène. Le premier, évidemment, vous le connaissez fort bien, il est de nature sédimentaire, commune à une partie de l'est de la France, et donc lié à une transgression marine pendant un très grand nombre de millions d'années. Et le deuxième de ces phénomènes, c'est une question de relief qui est liée, qui vient quelque temps après, à 30 millions d'années, sous l'effet tectonique de la poussée des Alpes, et qui produit comme conséquence le fait d'un effondrement à l'est, autrement dit sur la Bresse, et au contraire d'une élévation sur la partie de la rive droite, sur la rive droite du Mâconnais, du Charolais, etc. Ce qui est important de noter, c'est l'apparition, sous ces faits tectoniques, de 5 chaînons monoclinés que vous voyez. Je vais essayer, mais c'est pareil. Sous l'effet de ce soulèvement, c'est donc l'apparition de 5 chaînons qui sont parallèles à la Saône, et qui forment l'entité géographique de ce vignoble. Du col du Bois-Clair, le plus à l'ouest, jusqu'à la Saône, donc cette déclinaison de 5 chaînons, formant des micro-pays, le Mâconnais, le Haut-Mâconnais, le Mâconnais central, le Mâconnais occidental et le Mâconnais méridional. Autre caractéristique, eh bien celle-ci, du caractère singulier de ces roches, qui sont asymétriques et qui sont appelées des cuestas, et qui forment en quelque sorte un emblème sud de la Bourgogne. Alors il résulte de tout cela 4 phénomènes. Le premier est de nature pédologique, donc la nature des sols argilo-calcaires, abondés par des chailles et des silex, donc issus de ces dépôts sédimentaires dont on parlait, jurassique moyen et supérieur, donc on va dire entre parenthèses entre 170 et 150 millions d'années. La deuxième caractéristique, c'est celle de l'inclinaison, qu'on appelle le pendage, parce que nous sommes en terrain plus accidenté qu'au nord de la Bourgogne, et donc nous avons un phénomène de pendage qu'on appelle, et qui est une inclinaison par rapport à l'axe du Soleil de l'ordre de 20 à 30 degrés, qui est une dimension très importante, puisqu'on ne le précise pas souvent, mais elle est fondatrice de la notion de climat.
telle qu'on l'a retrouvée dans les écrits d'Olivier de Serres et dans le Moyen-Âge, et qui s'écrit avec un K. La troisième caractéristique, celle de l'altitude, 2 à 400 mètres, elle n'est pas particulière. Et la quatrième, en revanche, est celle de l'exposition sud-est et de l'ensoleillement, puisque la ligne des 2000 heures d'ensoleillement passe par Mâcon, ce qui conduit donc à une moyenne supérieure par rapport au nord de la Bourgogne de 1,2 degré. Ce Mâconnais se caractérise aussi par un étagement de la végétation. C'est une mosaïque, c'est-à-dire qu'au-dessus de la vigne se trouvent des bois et des friches de buis, et en dessous se trouve une autre entité culturelle qui peut être formée de prairies ou de cultures. Autre caractéristique, et c'est la dernière, le Mâconnais constitue un véritable carrefour climatique et paysager. Climatique parce qu'effectivement, il y a une sorte de carrefour à la fois des précipitations océaniques de l'Ouest, des remontées d'air du couloir de la vallée du Rhône et des coulées dites d'air froid de nature continentale. Et ce carrefour climatique est très présent dans la littérature viticole historique, où le vigneron a une véritable hantise quant au climat. La plante, elle, est une plante sarmenteuse, ligneuse, thermophile. Thermophile, elle aime le soleil, la chaleur. Elle est anthropique, elle aime aussi être taillée. Diapo suivante. Alors, quelques éléments puisés dans les premiers pas du vignoble et qui est lié à une position géostratégique de l'axe Saône-Rhône, puisque dès la période antique, nous avons affaire à un trafic d'importation de vin de la côte italienne, notamment d'Étrurie et de Campanie, via Marseille, l'oppidum de Mâcon, et nous remontons vers Châlons, Bibracte, qui est alors la capitale des Éduins. Le contenant sont des amphores de type Dressel, c'est l'amphore de type classique, de type gréco-romaine, qui est ici, et qui est rapidement substitué par les amphores gauloises, dont on parle peu, qui sont à fond plat, et on a comme site archéologique un complexe de fabrication à Gueugnon, qui a été fouillé par des archéologues, où on observe la présence de plus de 50 fours. Le tonneau est également un contenant utilisé pour transvaser depuis des dolias. Ces dolias, c'est 3000 litres de vin qui arrivent par bateau et qu'il faut bien transvaser dans un autre contenant. Alors, le plus intéressant, c'est l'élément de la diapo de droite qui constitue en vérité la seule trace effective d'une exploitation viticole que l'on ne trouve pas vers nous, mais plutôt dans la vallée de la Gronne, très exactement à Collonges, commune de Lourdan, qui a été fouillée par des archéologues de Bourgogne et qui remonte à 2 à 3 siècles. Et vous voyez apparaître là des pépins de raisin, puisque nous avons des méthodes d'analyse scientifique de type carpologique qui permettent d'identifier, en l'occurrence, la présence du vitis vinifera. Tous les vins européens sont des vitis vinifera. Nous avançons dans
j'en ai pas sauté une, là, non? Ah, voilà. Alors, la christianisation est le premier élan considérable donné à la vigne et à son développement. Le vin divin, on parle de vin divin, breuvage d'immortalité, 650 fois cité dans la Bible. Peu avant l'an 1000, le terroir est marqué par des défrichements individuels et non collectifs, en contraste avec la Bourgogne du Nord, et la présence d'un habitat éclaté. Le paysage ici est un paysage dispersé. Il est fait mention de méplants ou de complants qui consistent à partager par moitié la vigne au bout de 5 ans. Il est fait mention de clos, clausum, claustrum, à Lourdon, à Pierre-Clos, je ne les cite pas en latin, à Cruzy également. Il est avéré que 2/3 des terres, à cette période-là, pouvaient appartenir à l'Église. Donc monastère, abbaye, chapitre, possessionnés par Cluny, phare de la chrétienté, Tournu, la cathédrale Saint-Vincent, les Ursulines, Saint-Pierre de Mâcon et d'autres. On note en Mâconnais-Beaujolais également un nombre considérable de villas, autour desquelles s'édifient d'ailleurs les villages, les hameaux. Le clergé, bien sûr, comme on le dit couramment et communément, qu'il soit régulier ou séculier, est le véritable promoteur et protecteur de la vie en même temps. L'expansion du vignoble est liée, bien sûr, à l'afflux des donations. Édouard, qui est ici, qui a commis un ouvrage sur le vignoble de Cluny, qui a dépouillé minutieusement les cartulaires, mentionne que 80% des 5500 chartes de Cluny sur les 2 premiers siècles font mention de dons de vignes. C'est bien toi? Et bien sûr, nous avons aussi les doyennés de Cluny, dont on parle, bien sûr, les 23 doyennés de Cluny qui produisent aussi du vin. Alors il y a un autre élément qui est en revanche peu connu et que je vous livre, qui est, connaissez-vous, la rève mâconnaise. La rève mâconnaise. Ah, voilà. La rève mâconnaise est une taxe d'exportation qui est créée par édit royal en 1340 par le père de Philippe le Hardi. Le père de Philippe le Hardi, dont on ne parle pas d'ailleurs, peu. Donc cette taxe, en fait, est un élément de développement très important du commerce des vins, puisque sur son passage, elle lève la taxe sur l'ensemble de la vallée en aval de la Saône jusqu'à Condrieu et à toutes les portes de Paris. Paris, ville, capitale, où se trouve la résidence des abbés de Cluny à la montagne Sainte-Geneviève, nous sommes au XIIIe siècle, mais aussi la résidence des comtes de Mâcon autour du pont de Charenton. Pont de Charenton, voilà. Et puis, dernier élément de cette particularité territoriale mâconnaise, il y a ici des historiens, n'est-ce pas? Depuis 1239, le Mâconnais est d'essence royale. Il est acheté, on achète, Saint-Louis Louis IX achète le Mâconnais à un aristocrate qui part en croisade. C'est le premier bailliage royal qui est intégré à la couronne et qui dispose d'états particuliers et rattaché au Parlement de Paris. Donc ça montre bien, l'attachement du Mâconnais
à Paris. L'affaire du cépage et l'opposition nord-sud qui se joue au travers des cépages. Donc là, il y a une véritable polémique, il y a même des procès de la part des échevins de Mâcon qui intentent donc une action pour condamner la présence du gamay qui a tendance effectivement à tout envahir et au contraire qui plaide effectivement pour l'implantation du chardonnay. Nous sommes en 1616. Les gamay en question vont disparaître quasiment entre les deux guerres, en 1938, et ce qu'on appelle les producteurs directs, Noah en particulier, sont arrachés. À vrai dire, si on fait un peu d'ampélographie, science de la plante de la vigne, c'est la même famille. C'est la même famille. Le père en est, le pinot, et les fils en sont respectivement le syrah ou la syrah et le chardonnay, ainsi que le gamay noir. Sont des enfants du pinot. Donc là, nous faisons un bond dans le temps autour du 19e et 18 et 19e siècle, où nous avons, comme au Moyen-Âge, une forte extension du terroir, là aussi par défrichement. On parle de fureur de planter, en vignes nouvelles. Vous voyez des fois en toponymie des noms de type chaponnière. Ce sont des vignes nouvelles qui sont l'œuvre de défricheurs à la mine et par épièrement. On voit que la vigne monte très haut, c'est-à-dire elle grignote effectivement sur le coteau, à la limite des teppes ou de... Cette surabondance de la vigne a des explications. La première, c'est que la vigne, en Mâconnais, à cette période-là, évidemment, ne nécessite aucun matériel, mais uniquement de la force humaine, du travail humain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la vigne qui se pratique en couple, ce sont des couples, vous allez voir tout à l'heure, cette vigne est dite peuplante. Elle est attractive démographiquement. On passe de 90 000 habitants en 1698 à 109 000 à la veille de la Révolution, en 1786, et à 120 000 en 1838. Et le troisième élément, et le plus important, c'est le vignonnage, qui est quand même un modèle d'exploitation du Mâconnais, aussi Beaujolais d'ailleurs, fondé sur la culture à mi-fruit, le partage à moitié entre le grand propriétaire et le métayer, le vigneron. Elle est fondée sur le principe suivant qu'il faut noter, un principe de polyculture, en fait, de maintien d'une polyculture, 2 hectares de vignes, 50 arts de terre, 1 hectare de pré, 1 logement et 2 vaches. C'est le contrat de vignonnage. Ça, c'est une marque mâconnaise. Autre élément, le contraste en Mâconnais entre le Mâconnais Sud, qui a une connotation nobiliaire, Mâconnais Sud, plutôt nobiliaire, des petites seigneuries, en contraste avec le Mâconnais Nord, qui est, lui, plus agro-pastoral, plus paysan, on va dire. Allez. Une autre différence avec la Côte d'Or que l'on mentionne peu, c'est que en Côte d'Or, il n'y a ni écurie, ni étable, ni annexe agricole. Ce qui veut dire quand même que le terroir n'est pas aussi polyculturel qu'il l'est en Mâconnais. Diapo suivant. Alors,
Si je ne suis pas trop long, ça va? Non. Alors j'ai la lourde tâche d'être le maître des horloges. Ouais. Jean-Pierre Freilax. Bon. Vision ethnographique, nous avons ici un couple de vignerons dont la photo remonte au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, qui est une scène d'un couple de vignerons qui part à la vigne. Ce qu'il faut noter, c'est que cette période-là se caractérise par la pénibilité du travail, le caractère répétitif, l'insécurité à l'égard des intempéries. Il faut faire 4 labours à la pioche. La pioche, c'est 6 livres. 4 labours dans l'année. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les repères temporels, c'est-à-dire qu'on commence à travailler la vigne à partir des chants d'oiseaux, etc. Il y a aussi le calendrier des saints auquel on se repère, la toponymie et le parler mâconnais. Je vais abréger puisque en mâconnais, on ne dit pas « je fais ce travail », mais « j'y fais ». Le négoce en mâconnais est très important. Il répond à la guerre des vignobles, ce qu'on appelle la guerre des vignobles. Ah non, je me suis trompé là. Il répond à la guerre des vignobles où le mâconnais recherche des débouchés puisque il y a un blocus du côté du Beaujolais, il y a un blocus du Lyonnais, il y a un blocus à la Bresse puisqu'il y a aussi des vignobles. Donc le mâconnais, qui a des quantités et des productions très importantes, cherche des débouchés. Et donc, effectivement, la solution, il la trouve dans l'édification de routes, qu'on appelle les routes du vin, vers la Loire ou vers la Saône. Nous en venons au début du XIXe siècle, avec comme élément caractéristique le système coopératif qui se développe dans les années 30, des personnalités aussi telles Henri Boullé, fondateur de la cave de Saint-Jean-Goude-Cissé. C'est le XXe siècle. Le XXe siècle, j'ai dit 19e, oui. Le XXe siècle, fondateur de la cave de Saint-Jean-Goude-Cissé. Le mâconnais ici est très présent par l'intermédiaire de Charles Perraton dans l'organisation de la CAVB, c'est-à-dire l'organisation des appellations. Le BIVB aussi n'est pas en reste puisqu'il y a déjà un embryon de BIVB en 1960. Dans les autres repères, la première foire nationale des vins à Mâcon en 1933, qui se conjugue avec le premier circuit touristique qu'on peut appeler œnotourisme, prémisse de motourisme. La maison mâconnaise des vins en 1958, édifiée par Alphonse Grobon, le concours national des grands vins en 1954 par Maurice Labruyère et Bernard Delaye qui l'a remplacé, qui lui a succédé plutôt. On passe au suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, la phase d'après, c'est celle du développement du concept d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, fondée sur la notion d'origine et d'usages locaux, loyaux et constants. Ces appellations se développent en même temps que se distribue le vin dans les grands restaurants, notamment parisiens. On peut considérer que dès lors, le vin n'est plus une boisson, mais devient un vin d'agrément. La sociologie du travail se modifie, s'opère la mutation entre le rouge et le blanc. C'est une mutation complète. Et puis, une hiérarchisation des vins, en particulier les deux premiers crus, Moulin à Vent et Pouilly-Fuissé. La mécanisation et
est caractérisé par une spécialisation de la vigne, l'ouverture des marchés, la mise en bouteille, le changement de comportement du public, on l'a dit tout à l'heure. Je cite quand même le chiffre, on consommait 130 litres par an en 1960 et 73 en 1983. C'est bien. Donc, moi, je vais reprendre des parties un peu plus, alors pas récentes, parce qu'il faut que j'explique aussi la spécificité du vignoble mâconnais, qu'on ne peut pas séparer de son histoire géologique, puisqu'on est vraiment dans une région qui a subi des bouleversements géologiques très forts. Le vignoble mâconnais pourrait être séparé en deux parties. Plus au nord de Tournu-à-Clessé, on va retrouver plutôt des marnes du Lias et de l'Oxfordien, bon, toujours dans la période du Jurassique, dégagées par l'érosion, où on retrouve des sols bruns, calcaires et calciques. On y trouve une excellente expression du chardonnay sur des vins ronds et suaves. Et plus au sud, de Verzé à Chintré, les monts du Mâconnais vont former un ensemble de chaînons, Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, séparés par des failles parallèles. On retrouve des marnes riches en silice, des calcaires à chaille et à anthroc, et des effleurements de bancs de grès. Et ces sols-là vont être propices, dans un premier temps, à l'élaboration de gamay, et puis finalement, avec des temps plus récents, on va partir sur du chardonnay pour maintenant n'avoir plus que du chardonnay, en tout cas dans tout ce qui est la partie sud du Mâconnais. Les roches de Solutré et Vergisson résistent à l'érosion depuis des millénaires grâce au calcaire à anthroc. Cette roche est très dure. C'est un ancien massif corallien composé de fossiles d'animaux marins proches des oursins et formé il y a 195 millions d'années dans une mer chaude et peu profonde. Ces éperons rocheux, véritable particularité géologique, veillent sur les vignes de Pouilly-Fuissé, ont été classés en grand site de France en 2013. Les paysages et terroirs du Mâconnais sont le résultat de la fracturation de la Pangée et l'ouverture de l'océan alpin. Au début du Jurassique, la Pangée se fracture en lien avec l'ouverture de différents océans. Cette mer présente à l'époque a façonné les différents terroirs et aujourd'hui encore, nous pouvons en retrouver les vestiges à travers différentes ammonites griffées disséminées dans les parcelles. On ne pourrait pas parler des vins du Mâconnais et du Pouilly-Fuissé sans évoquer ces fossiles qui sont propres à nos terroirs. Dans le Mâconnais, nous trouvons une diversité d'expositions du vignoble. C'est ce qui fait aussi notre spécificité par rapport au reste de la Bourgogne, avec de nombreuses expositions, de nombreux sols différents, complètement différents, même si on retrouve cette constance du paysage avec des forêts sur le haut, des vignes en mi-coteaux et en bas plus des prairies. C'est vraiment spécifique au Mâconnais avec une espèce de répétition de ces différents monts, Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure. Sa position la plus méridionale de la Bourgogne apporte aussi une maturité supplémentaire au chardonnay qui caractérise ces vins blancs et qui fait qu'on les reconnaît à travers peut-être tous les autres chardonnays du monde. Le Mâconnais, c'est 5600 hectares. Je ne vous citerai pas toutes les appellations parce qu'il se compose en 29 appellations. On a une partie en appellation régionale, donc sur à peu près 4000 hectares, avec des diversités de terroirs qui vont de Tournu, comme l'a dit Jean-Pierre, jusqu'aux confins de l'Arlois ou de la Mauvaise. Je ne sais pas. La mauvaise. La Mauvaise. Donc, j'aurais dit l'Arlois. Et
donc le Mâconnais va border donc, ce côté régional et plus spécifiquement, on va retrouver les crus du Mâconnais, donc avec le plus au nord Viré-Clessé, Saint-Véran, le Pouilly-Fuissé, le Pouilly-Locher et le Pouilly-Vinzel, et on finit par du Saint-Véran sur la partie la plus méridionale. Ces crus du Mâconnais se sont fait un nom sur ces appellations donc communales avec des restrictions de production qui sont différentes des appellations régionales, et le Pouilly-Fuissé qui a, par l'intervention, je sais pas comment dire, oui, l'intervention de Frédéric Marc Burier, qui a été notre président pendant 17 ans au niveau de l'appellation, a eu le privilège d'accéder à cette mention de premier cru tant désirée, tant révélatrice en Bourgogne des grands terroirs et en Bourgogne de Côte d'Or, et que nous n'avions pas en Mâconnais, j'allais dire pour des raisons géographiques. Si on parle de l'histoire de la guerre, nous étions en zone libre dans le Mâconnais et le reste de la Bourgogne était en zone occupée. C'est une partie de l'explication, mais aussi parce que dans le vignoble mâconnais, on a peut-être une autre sensibilité par rapport au vin, et qu'à l'époque, le président des Pouilly-Fuissé n'avait pas jugé bon d'envoyer la liste existante, liste dont je parle beaucoup quand j'interviens, mais qu'on n'a jamais retrouvée. On aimerait bien la retrouver maintenant pour voir si, par rapport à 1943, on s'est trompé sur le classement, mais je ne pense pas. Donc le dossier... Alors, avoir un dossier de reconnaissance en premier cru, c'est déjà changer les mentalités à l'intérieur du vignoble et de ses vignerons, de ses acteurs. Leur amener à comprendre pourquoi c'est important, cette notion. Il faut vraiment s'appréhender par rapport à cette notion qualitative que nécessite un premier cru. Et je pense que Frédéric Burier a été un véritable ambassadeur de cette notion de premier cru, a su fédérer tous les vignerons pour pouvoir enfin déposer un dossier en 2010. Il était arrivé à la présidence en 2003, c'est-à-dire qu'il a mis quand même quelques années à amener ces vignerons à comprendre le fondement des premiers crus pour enfin pouvoir déposer le dossier. Après, ça a été quelques années d'études, de notoriété, de crus et de pas de bataille administrative, puisque l'INAO est plutôt dans notre sens et nous aide à constituer les dossiers, mais il a fallu du temps, et je pense que c'est aussi le temps nécessaire pour que tout le monde comprenne vraiment cette notion de premier cru, que nous avons eu finalement en 2020. Donc une belle réussite, une belle reconnaissance, et je pense qu'on va ouvrir la voie à d'autres crus, peut-être prochainement les Pouilly-Locher-Vinzel. C'est important parce qu'on est sur vraiment une montée en gamme de l'appellation. Et là où certains vignerons avaient peut-être peur de cette notion de premier cru qui allait peut-être créer des déséquilibres dans un équilibre de vignerons qui était existant, finalement, tout le monde s'est réuni autour de ce dossier, et je trouve, et je peux le dire maintenant en ayant pris la présidence de l'ODG Pouilly-Fuissé, qu'il y a une certaine cohésion, un projet qui a été défendu, et ça a rapproché plutôt les vignerons que les éloigné. Donc c'est en ça qu'on a une véritable réussite. Je ne sais pas s'il faut que je parte sur d'autres sujets. Je peux parler de plein d'autres aspects de l'appellation. Je ne sais pas s'il faut partir sur qu'est-ce que c'est le vignoble en ce moment. On est en pleine révolution climatique, et c'est des contraintes
récentes qui sont déstabilisantes. On est aussi dans une période où la société nous demande de rendre des comptes par rapport à notre impact sur l'environnement. Donc, ça a été un des critères qu'on avait retenu pour le dossier premier cru, c'était d'interdire les désherbants chimiques sur la zone premier cru de l'appellation. Et là encore, je trouve qu'on a bousculé un petit peu les mentalités et on a réussi à faire changer le paysage. On voit un vignoble qui est plus labouré, donc c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque du couple de vignerons qui travaillaient sans matériel. On s'inscrit dans cette démarche-là, mais avec beaucoup plus de facilité que nos ancêtres. Et c'est vraiment une corrélation entre ces notions plus environnementales et le fait d'être dans un grand site naturel aussi, avec une proximité avec du tourisme vert qui fait que les vignerons changent leur mentalité. Et je pense que le Pouilly-Fuissé peut être fier de ce qu'il accomplit. Et j'espère qu'on continuera dans cette voie-là, même si certaines années, comme cette année, c'est un peu plus compliqué au niveau du vignoble avec toute cette pluie. Mais voilà, je suis assez fière de tous mes vignerons par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas. Ok, à mon tour alors. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus d'une vision touristique du Mâconnais. Donc, actuellement, je travaille en charge du développement du tourisme de viticole, vitivinicole pour le département de Saône-et-Loire. Donc, je travaille pour l'ensemble du département. Évidemment, le Mâconnais en fait une bonne partie. Et puis, j'avais la chance auparavant de promener des touristes dans un minibus dans le vignoble du Mâconnais que j'ai pu arpenter en long et en large. On va commencer un petit peu par parler de ce qui fait les atouts touristiques du Mâconnais. On a comme l'a dit Aurélie, on a des appellations qui évoluent, qui sont extrêmement reconnues. Ça, c'est déjà le premier atout qui fait la reconnaissance du vignoble du Mâconnais auprès des touristes. Évidemment, Pouilly-Fuissé en premier lieu, évidemment aussi Saint-Véran et puis Viré-Clessé. Je mets Pouilly-Vinzel et Locher forcément un peu de côté, puisque peut-être plus petit et moins connu du grand public. Mais aussi sans oublier les Mâcon Village, qui est une appellation en fait extrêmement reconnue par le grand public, que ce soit français ou international. Donc voilà, pas uniquement les appellations villages, mais les appellations aussi régionales, locales, comme Mâcon Village, qui est bien évidemment aussi l'appellation Bourgogne, qui fait la renommée pas que du Mâconnais évidemment, mais qui fait que les vignerons du Mâconnais se font connaître grâce à cette appellation et le nom Bourgogne qui est forcément très porteur. Donc évidemment, valoriser le Mâconnais, c'est d'abord en valorisant ces appellations auprès des grands publics, donc des consommateurs de vin, qui deviennent ensuite des œnotouristes et même de manière générale des touristes. Donc ça va dans les deux sens, des gens qui vont venir ici et découvrir les vins, mais beaucoup de gens qui connaissent les vins et qui vont en profiter pour venir ici et le découvrir sur place. Donc ces appellations sont importantes. Le Mâconnais, c'est une réputation aussi de vins de qualité, mais qui, à l'échelle de la Bourgogne, sont accessibles. Ça, c'est un atout, même si aujourd'hui, avec l'arrivée des premiers crus, donc ça a tiré cette qualité vers le haut, en tout cas cette consonance vers un vin de plus haute qualité avec l'arrivée des premiers crus. Peut-être que le Mâconnais pouvait, à une époque, être décrié par rapport au reste de la Bourgogne, ou en tout cas avoir dans l'esprit collectif d'un vignoble moins qualitatif que le reste de la Bourgogne. Aujourd'hui, l'arrivée des premiers crus va effacer, ou en tout cas efface déjà, si ce n'était pas encore le cas, cette perception. Mais toujours, on a quand même cette
cette réputation de vin de Bourgogne accessible en termes de prix et aussi en termes de découverte, de compréhension. Peut-être un vin qui est un peu moins classé monté sur un piédestal que d'autres vins bourguignons. Et ça, au final, de nos jours, c'est un atout. C'est ce qui nous donne un marqueur différenciant par rapport au reste de la Bourgogne. Et ça aussi, c'est pourquoi pas un atout sur lequel on doit travailler et valoriser. C'est pas une mauvaise chose, en fait, d'être peut-être perçu moins comme exceptionnel dans ses étiquettes. Et en fait, au final, attirer une frange de consommateurs et de touristes, que ce soit des consommateurs de vin ou des consommateurs touristiques, qui sont éventuellement inquiets à l'idée d'aller faire une dégustation en Côte d'Or ou en Côte de Beaune ou en Côte de Nuit, et qui le seront sûrement moins en venant dans les territoires du Mâconnais. J'ai mis en photo la roche de Solutré, incontournable. Alors parfois, j'entends, la roche de Solutré, on en a un petit peu soupé, on la voit partout. Et en même temps, le fait d'avoir j'ai noté un marqueur identitaire reconnu, et ça, c'est une véritable force, puisque ça ancre visuellement le Mâconnais. Là aussi, dans la conscience collective. Et véritablement, ce n'est pas le cas de beaucoup de vignobles en France, où on a véritablement un marqueur comme ça. Alors en Bourgogne, on pourrait mentionner, par exemple, en Côte de Nuit, est marqué par le Clos de Vougeot. Mais par exemple, chez nos voisins côte chalonnaise, peut-être que ce marqueur identitaire, il est manquant. Et ce qui fait que c'est peut-être plus difficile de se visualiser la côte chalonnaise que de se visualiser le Mâconnais grâce à la roche de Solutré. Et même si le Mâconnais, ce n'est pas seulement que la roche de Solutré et l'appellation Pouilly-Fussé qui en forment les coteaux, c'est un phare. Et ce phare, c'est notre tour Eiffel, comme on le dit souvent. Et véritablement, avoir une tour Eiffel, c'est un bon moyen de se faire connaître et d'être reconnu. J'ai noté un vignoble dans son identité propre. Alors justement, j'ai beaucoup parlé de Bourgogne. Le Mâconnais a assez souvent, en fait, historiquement, été séparé du reste de la Bourgogne. Alors historiquement, comme l'a dit Aurélie, par le cadre de ses premiers crus. Historiquement, puisque il s'est développé de manière parfois un peu séparée du reste de la Bourgogne. C'est une force et une faiblesse. C'est une force parce qu'il est reconnu comme tel, et il est reconnu séparément, à l'image que peut l'être Chablis, qui est reconnu comme Chablis presque avant d'être reconnu comme vignoble bourguignon. Donc c'est une force puisqu'il a son nom propre. C'est aussi une faiblesse parce que le nom Bourgogne est extrêmement porteur, notamment à l'international. Et pour la clientèle étrangère, Bourgogne, avant tout, visiter le vin pour la Bourgogne, c'est visiter le vin de Côte d'Or et surtout, avant tout, Beaune. Donc c'est un atout, une faiblesse, mais après à nous de le valoriser, continuer de le valoriser en tant que tel. Et puis le Mâconnais a très souvent été présenté sur les cartes de vin de restaurants séparément des autres vins de la Bourgogne. On a largement vu en fait vignoble de la Bourgogne, je pense que vous l'avez tous déjà vu, vignoble de la Bourgogne sur la carte, et puis en dessous Mâconnais Beaujolais. Voilà, donc une identité propre au Mâconnais. Une destination multithématique, alors ça me semble assez important de le signaler. C'est très, très important pour le Mâconnais et pour ce qu'on reconnaît de la venue des touristes ici. En fait, alors moi je m'occupe de l'œnotourisme, mais en fait des œnotouristes, on en a assez peu en Mâconnais, puisque c'est assez rarement la raison première de leur venue dans notre territoire.
Avant tout, et on récupère des chiffres chaque année, on a des enquêtes en fait auprès d'un certain panel de touristes qui viennent visiter la Saône-et-Loire, alors à l'échelle de la Saône-et-Loire, mais du Mâconnais. Et assez rarement, en fait, ou pas toujours, le vignoble et les visites autour du vin sont l'élément de motivation numéro 1 de leur venue dans le Mâconnais. Voilà. Donc même si c'est très identifié vin, il y a de la vigne partout. Le premier élément qui les fait venir, c'est avant tout le patrimoine. Voilà. Donc à nous aussi, je pense dans le Mâconnais, dans ses atouts, d'intégrer en fait le patrimoine dans les visites et les découvertes œnotouristiques. Puisqu'en fait aujourd'hui le vignoble du Mâconnais fait pleinement partie en fait de son patrimoine. Alors quand je parle de patrimoine, c'est souvent le patrimoine bâti, mais en fait le patrimoine naturel et agricole du Mâconnais, c'est principalement le vin et la vigne. Et donc on a ça, c'est pour moi aussi aujourd'hui un atout, puisque le tourisme aujourd'hui n'est pas motivé souvent par une seule thématique. Et on a la chance dans le Mâconnais d'avoir la capacité et la possibilité d'offrir plusieurs centres d'intérêt pour les gens qui viennent jusqu'à nous et qui viennent découvrir le territoire. Et donc voilà, le vin, c'est une chose, les vignobles, c'est une chose, mais en fait, on peut l'intégrer dans un cadre de découverte plus global, plus large. Et ça, ce qui est aujourd'hui une force, puisque c'est une demande assez importante des touristes. Et puis là, une force que l'on a qui est connue et reconnue, mais qui est importante de encore mettre en avant, c'est évidemment nos axes de communication qui fait que nous sommes très très accessibles de l'ensemble d'une bonne partie de la France, des grandes sources de touristes, donc évidemment les pôles importants que sont Lyon, Paris, mais aussi tout l'est, nord-est de la France, qui sont une force clientèle importante. On voit aussi de plus en plus de touristes qui nous viennent des Alpes, de Savoie, Haute-Savoie, Isère, des Suisses, bien évidemment, et les frontaliers, les Allemands, Belges, Luxembourg, Pays-Bas. On voit le retour des Britanniques. Et notre accessibilité, le fait que nos vignobles soient bordés par la 6, par un axe TGV avec une gare TGV de Mâcon-Locher, c'est un véritable atout. Alors aujourd'hui, malheureusement, peut-être la gare de TGV Mâcon-Locher est peut-être sous-exploitée. Ça pourrait être à l'avenir quelque chose à continuer d'améliorer, puisqu'on a toujours cette difficulté avec le dernier kilomètre. Arriver à Mâcon-Locher, c'est très facile depuis Paris. Arriver à la Roche-Vineuse depuis Mâcon-Locher, c'est parfois beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et là, on a sûrement un grand travail à faire pour rendre en fait cette chance que l'on a d'avoir une gare TGV au cœur de notre territoire et notre vignoble, de le rendre encore plus un point d'entrée pour l'accès au territoire. Voilà. Et puis toujours aussi la 40 qui nous relie à la Suisse très rapidement et aux territoires assez riches que sont la Haute-Savoie, le Pays de Gex aussi, des frontaliers qui font aussi du Mâconnais aujourd'hui une destination intéressante pour eux, puisque rapide d'accès et très différente de ce qu'ils ont chez eux. Alors, un développement touristique, œnotouristique qui est assez marquant. Alors, je travaille beaucoup, je m'appuie beaucoup sur le label Vignoble et Découverte, un label national qui recense les acteurs de l'œnotourisme. On retrouve dedans évidemment les domaines viticoles. Hein, sans monde du vin, il n'y a pas d'œnotourisme. Mais on trouve aussi dans œnotourisme, il y a aussi le mot tourisme, et donc d'autres acteurs du secteur touristique. Donc au sein du label, on retrouve des hébergements, je ne l'ai pas mis là, mais il y a des restaurants, des prestataires d'activités, des offices de tourisme aussi qui ont un travail important à faire, des sites de visite et des sites patrimoniaux. Et puis des événements aussi qui sont labellisés. Donc voilà, sur le
le Mâconnais pur, on a à ce jour 91 prestations labellisées pour, je crois de mémoire, on a un peu plus, je crois 88 prestataires. Donc en fait, on a une petite différence puisque certains prestataires font plusieurs choses, de l'hébergement et de l'activité no touristique au sein de leur établissement. Quelques exemples, en fait, on a vu des offres. Le no-tourisme, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est pas récent. Le mot no-tourisme l'est beaucoup plus, mais le tourisme viticole ne l'est pas. On l'a vu sortir de terre en même temps, en fait, que le développement de la notion de terroir et de géographie dans les vins, puisque à vouloir valoriser des vins géographiquement situés, eh bien, un des bons moyens de marquer cette géographie, c'est de la faire découvrir aux gens qui se déplacent. Et donc la création des routes des vins, et puis la création aussi des confréries vineuses, qui ont eu un impact très important dans la valorisation des vignobles et la valorisation aussi touristique des vignobles. Donc le no-tourisme a énormément évolué aussi avec les pratiques et les demandes des touristes. Aujourd'hui, on a vu peut-être des offres no-touristiques qui se sont largement développées. Des acteurs qui proposent des choses depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et qui ont fait évoluer leurs offres vers des choses beaucoup plus expérientielles, beaucoup plus approfondies. On commence à de moins en moins être vers une offre de simple dégustation avec derrière l'objectif vente de vin. Parce qu'on voit en fait l'évolution de la demande des touristes aujourd'hui, qui est peut-être moins vers la consommation, mais plus vers la compréhension et l'expérience. Et donc il faut évoluer vers ces offres-là. En tout cas, c'est ce que font beaucoup d'acteurs. Donc là, on a le château de la Greffière à la Roche-Vineuse, qui est un acteur qui a une offre vraiment multi-expérientielle, qui va de la simple dégustation vers la visite du chai, en passant par une promenade explicative, la location de vélo avec un circuit construit pour découvrir le vignoble à vélo, l'accueil de séminaires, la mise en place d'événements, le pique-nique dans les vignes. Donc voilà, ils font énormément de choses. Le château de Pierre-Clos, qui est vraiment assez marquant. Le château de Pierre-Clos qui s'est écarté ces dernières années de la visite patrimoniale du château. Complètement. Aujourd'hui, c'est assez rare de pouvoir visiter véritablement le château en tant que château médiéval. Même aujourd'hui, il propose des ateliers de dégustation, différents ateliers de dégustation. Donc on voit une orientation complète qui s'est faite de visites historiques vers activités, expériences œnotouristiques. Ça a été un choix du château de Pierre-Clos de vraiment changer de cap et de se lancer à fond en fait, dans l'œnotourisme. Et puis le domaine Joseph Lafarge à Lugny, qui est en fait là aussi un précurseur sur un développement d'offres d'hébergement œnotouristique avec les œnotonos, et puis de visites, découvertes thématiques autour du vin. On peut évidemment nommer plein d'autres possibilités comme ça, développement comme ça. On a comme exemple le château de Messey à Auzenay, par exemple, dans le Haut-Mâconnais, qui développe aussi des offres de plus en plus complètes. Le domaine Luquet, qui offre des offres de visite à Fuissé. Le domaine Fichet, qui s'est beaucoup orienté vers les plus grands groupes. Le domaine de Ness à Lézé. Enfin, vraiment, les possibilités sont maintenant assez importantes de visites qui dépassent la simple dégustation de vin. Alors évidemment, de mettre en place tout ça, c'est de l'investissement en argent et de l'investissement en temps. Et ça, c'est peut-être la chose la plus... peut-être la moins... anticipée par les domaines viticoles qui se lancent dans l'œnotourisme, c'est à quel point le tourisme, c'est quelque chose une activité chronophage
Et le métier de vigneron, je pense qu'Aurélie peut nous en parler, c'est déjà un métier extrêmement chronophage. Donc les deux réunis, ça peut parfois être très très lourd. Alors des nouveaux acteurs œnotouristiques. Alors j'ai vraiment mis œnotouristique. Là j'ai mis une photo de la maison Ovig, puisque c'est un exemple en fait de maison viticole qui était déjà existante depuis longtemps, mais qui a énormément investi pour pouvoir proposer un lieu d'accueil, de visite vraiment œnotouristique, vraiment remarquable dans le sens premier du terme. On a d'autres exemples dans un autre style, mais dans la même situation. Par exemple, le domaine de Rochebain, qui à Péronne a construit vraiment un lieu d'accueil et d'activité œnotouristique, alors que ce n'était pas du tout dans leur ADN à la base, mais ils ont investi de ce côté-là. J'ai mis aussi la maison des ateliers ex-Wine School de Fabrice Sommier à Mâcon. Donc il est venu s'installer à Mâcon pour installer son école de dégustation. Et puis évidemment la Cité des Climats, alors qui ne traite pas que du Mâconnais dans sa scénographie, mais qui est installée à Mâcon. Et même si historiquement Mâcon est une vraie ville vineuse avec un grand nombre de négociants. Aujourd'hui, à l'arrivée en fait de Fabrice Sommier et de la Cité, il n'y avait aucune offre autour du vin à Mâcon. Voilà. Donc dans un vignoble qui porte le nom de la ville de Mâcon, on avait dans cette ville aucun élément de visite autour de la thématique vin, ce qui était pour moi une aberration totale et ce qui est quand même aujourd'hui réparé par la présence de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne. Un acteur important, donc Jean-Pierre a parlé de l'arrivée des coopératives au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, les coopératives sont des acteurs essentiels dans le tourisme et certains ont depuis longtemps pris la peine de se développer. Donc, la photo en bas à droite de la cave de Mansay est assez marquante puisque à leur création de leur bâtiment à Tournu, ils se sont tout de suite mis, alors je crois que maintenant je crois qu'ils vont fêter leur 15e anniversaire, quelque chose comme ça, ils se sont tout de suite mis dans la tête de prendre une partie de cette construction pour installer un espace de scénographie, ce qui était complètement surprenant à l'époque, puisque hormis des musées du vin qui prenaient déjà un petit peu la poussière, ils sont partis vers quelque chose de très visuel, très didactique et très immersif. Et ça, c'était déjà, voilà, pour cette époque-là, d'avoir la prise de la décision d'utiliser une partie de la surface de leur nouvelle construction pour ça. Voilà, c'est assez notable. On voit aussi les panneaux donc, du développement de la cave de Lugny qui développe de plus en plus d'offres d'accueil et qui a rebâti son lieu d'accueil pour avoir quelque chose de plus complet, avec là aussi une salle de séminaire, des transats, voilà, pour aller plus loin que simplement conseiller sur la dégustation et qu'on reparte avec son caddie rempli de carton comme fonctionnaient les caves coopératives il y a encore peu, et on le voit de moins en moins. Et puis la cave des vignerons des Terres Secrètes qui propose la visite du chai, ce qui est assez rare dans les caves coopératives, et qui le propose pour les groupes. Et puis on peut nommer d'autres choses, la cave des Grands Crus Blancs qui maintenant a une offre de casques de réalité virtuelle, la cave de Chintré qui relance son bar à vin, le Moulin à l'Or, la cave d'Azé qui a rebâti et reconstruit son caveau d'accueil. Voilà, tous ces investissements-là montrent aussi un vrai dynamisme et une vraie volonté de continuer à s'ouvrir vers un meilleur accueil du client, mais un meilleur accueil du tourisme. Et ça montre aussi une offre qui s'étoffe, qui se développe et qui fait du Mâconnais en fait une terre particulièrement attractive pour le tourisme. Et ça, donne des très belles perspectives pour la suite.
Un développement aussi de l'événementiel, très important dans le Mâconnais. J'ai mis quelques exemples, alors certains existants, d'autres qui sont en pause, mais voilà, les Mâcon Why Not, évidemment, qui sont maintenant à leur 11e édition, qui ont fêté leur 11e édition cette année. La cave de l'Uni avec la tête dans le cep. Les offices de tourisme qui ont un rôle à jouer là-dessus aussi, avec la vélo gourmande portée par l'office de tourisme de Mâcon à la base. Les offices de tourisme, un petit mot sur les offices de tourisme qui montrent aussi un dynamisme et une identité mâconnaise qui est importante et qui est propre. Aujourd'hui, le vignoble du Mâconnais est divisé sur plusieurs secteurs d'offices de tourisme. On a donc l'office de tourisme de Mâcon, évidemment, l'office de tourisme du Tournujois. Mais on a aussi l'office de tourisme de Cluny, qui a une partie du territoire du vignoble du Mâconnais, et l'office de tourisme aussi de Matour, des Verts-Vallons, avec les communes de Pierreclos et de Serrières. Il y en a même, tout à fait dans la partie septentrionale, l'office de tourisme entre Saône et Grosne, qui regroupe les territoires de notamment Mançay, mais aussi les premières vignes du Mâconnais qu'on retrouve autour de Cormatin, qui appartiennent à ce territoire-là d'office de tourisme. Alors, si j'exclus cet office de tourisme et que je reprends les quatre autres, Mâcon, Tournu, Matour et Cluny, ces offices de tourisme se sont liés en association aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu, sous l'intitulé Sud Bourgogne, et c'est un véritable bénéfice qui se crée là, puisque ça permet en fait d'avoir une dynamique de promotion et de mise en valeur commune sous un seul nom. Et même s'ils gardent tous leur indépendance sur leur territoire respectif, à l'échelle du Mâconnais, c'est bien plus compréhensible et compréhensif pour les touristes d'avoir un seul nom, une seule entité pour l'ensemble du vignoble du Mâconnais. Et ça aussi, pour la suite, je pense que c'est une très belle chose. Et puis on le voit aujourd'hui sur la mise en valeur, notamment la vélo gourmande qui était à la base une idée de l'office de tourisme de Mâcon, aujourd'hui est portée par le Sud Bourgogne de manière générale et se déplace au cœur du vignoble, puisque cette année c'était autour des vignobles d'Azé, de Péronne et de Luny sur cette vélo gourmande, donc un développement plus au nord et plus inclusif du reste du Mâconnais. Voilà. Et puis les caves coopératives, comme on le voit, qui sont des acteurs majeurs de l'événementiel. Alors j'ai volontairement écarté deux maisons qui sont très actives dans le no-tourisme, mais qui sont plus dans le Beaujolais, que sont la maison Jean Lauron et le hameau du Bœuf, évidemment, qui sont des acteurs incontournables, mais qui aujourd'hui valorisent quand même si la maison Jean Lauron est productrice comme le hameau du Bœuf de vin du Mâconnais, dans leur situation géographique, sont plus intégrés au Beaujolais qu'au Mâconnais pur. Voilà. Aujourd'hui, on travaille à l'échelle du département sur une manière de communiquer pour aller chercher une nouvelle cible de clientèle. On a beaucoup communiqué sur la beauté de notre territoire, sur la qualité de nos vins et sur la qualité de nos appellations. On a beaucoup séduit une clientèle qui était attirée par, comme je l'ai dit, le patrimoine, mais aussi la gastronomie, et à l'intérieur rentrait le vin. C'est aujourd'hui peut-être un message qui attire moins une clientèle plus jeune et qui est à la recherche d'offres plus expérimentielles, plus complètes. Et donc il faut les séduire en leur expliquant qu'il n'y a pas simplement des choses à boire, à manger et à voir, mais aussi des choses à vivre et des émotions à avoir en venant dans le Mâconnais. Donc tout un travail en fait peut-être de promotion qui doit se transformer pour expliquer que voilà, dans le Mâconnais, aujourd'hui, on va pleinement pouvoir vivre une expérience touristique complète et qu'aujourd'hui, des offres sont développées et que ce n'est pas simplement vous toquez à la porte d'un vigneron et peut-être qu'il vous ouvrira la porte et vous vivrez forcément des bons vins, parce qu'on ne fait que des bons vins ici. Mais véritablement, il y a des choses structurées qui vous attendent, qui vous accueillent et qui vous feront passer un séjour mémorable.
Ne pas négliger la clientèle locale. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans le Mâconnais, et ça, c'est une de nos forces. On implique clairement les Mâconnais dans la vie du vignoble. Et ça, il faut continuer à le faire, parce que les habitants sont les premiers prescripteurs, sont ceux qui valorisent le mieux notre territoire, et s'ils le connaissent, c'est encore mieux. S'ils connaissent aussi les différentes offres et les différents acteurs, c'est encore mieux. Donc, faire vivre la clientèle locale, c'est essentiel. Et puis l'événementiel qui tourne vers le local, c'est très bien parce que ça montre aussi un intérêt de vie. Ça met de la vie dans nos villages, ça met de la vie dans nos vignobles. Et ça, c'est essentiel pour garder en fait cette ambiance que l'on souhaite et que l'on met en valeur, cette ambiance conviviale qui marque quand même le Mâconnais, et donc absolument à garder. Et puis un travail de prolongation des durées de séjour, donc ça c'est un travail de longue haleine, mais aujourd'hui c'est un travail qui paye. On a vu la durée de séjour s'allonger. Et là aussi, ça passe par des offres complètes et connues pour dire, voilà, simplement, donc vous n'êtes pas simplement ici pour faire une pause en direction du sud ou en direction des Alpes, mais on a une véritable destination avec sa propre identité, ses propres offres. Et voilà, la durée de séjour s'allongera naturellement, en fait, avec tout ce travail-là. Voilà pour moi. Donc merci, merci donc vraiment aux intervenants. Il y a eu 3 témoignages, 3 présentations complémentaires, donc un grand merci. Si vous avez des questions, nous allons y répondre. Moi, je voulais peut-être juste témoigner quand même. Je trouve qu'on a fait un voyage. Voilà, on nous a raconté l'histoire, on est parti de loin et jusqu'à présent. Et je trouve que ce que l'on vit maintenant, il y a plein de cohérences, de promesses, de perspectives. On a la Roche-Mère, cet ancrage au sol avec ce marqueur qu'est la roche solutrée. On a la beauté des paysages, on a une œuvre qui structure. Et quand je vois les exemples que tu as montrés, Antoine, avec les événementiels, c'est coloré, c'est des créations, les Mâcon Why Not, voilà, c'est complémentaire à ce que l'on peut attendre ou ce que l'on voit dans la Côte d'Or ou autre. Donc voilà, moi je trouve que c'est très complémentaire. Et on voit aussi les acteurs qui font de l'hébergement insolite, qui font une modernité dans les chais. Enfin, voilà, donc tout ça prend, je trouve, une belle forme. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ?